17h30, bonsoir. Merci d'être là. Merci à ceux qui se sont déplacés ce soir. Merci à ceux qui nous regardent en direct. Ah, tiens, on a de nouvelles caméras. Je ne sais pas si ça vous donne une meilleure image en direct, mais on a de nouvelles caméras. À ceux qui nous regardent donc en direct à la maison ou en différé via notre page YouTube. Alors, merci de vous être déplacés. Je m'appelle Philippe Schnob. Je suis président du conseil d'administration. Et comme d'habitude, je vous présente les gens qui m'accompagnent. D'abord, Mme Marie Turcotte, qui est représentante des clients du transport adapté. Bonsoir, Marie. Bonsoir. Monsieur Jean-François Parenteau, maire de Verdun. Bonsoir. Monsieur Benny Massella, maire de Montréal-Ouest. Bonsoir. Monsieur Francesco Bielé, conseiller Ville de Montréal et des leaders de la majorité au conseil municipal. Bonsoir. Madame Nathalie Pierre-Antoine, conseillère d'arrondissement dans Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Monsieur Luc Tremblay, directeur général. Bonsoir tout le monde. Monsieur Tremblay. Monsieur Marvin Rotran, vice-président du conseil et conseiller de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Bonsoir. Good evening. Madame Claudia Lacroix-Perron, représentante des clients du transport collectif. Bonsoir. Monsieur Pierre Gagné, maire d'Onsic-Cartierville. Bonsoir. Madame Marie Plourde, conseillère d'arrondissement du Maryland dans le plateau Mont-Royal. Bonsoir. Bonsoir. Et M. Sylvain Joly, secrétaire corporatif et directeur des affaires juridiques. Bonsoir. Alors, quelques mots sur les nouvelles des dernières semaines. D'abord, vous savez, le mois dernier, si vous étiez là, on vous a présenté les grandes lignes de notre nouveau plan de développement de l'accessibilité universelle 2016-2020. En fait, nous l'avons présenté dans les médias et M. Tremblay va vous en glisser quelques mots tout à l'heure, mais il y a un exemple concret de notre engagement vers l'accessibilité universelle. Très concret, la mise en service des ascenseurs à la station Place d'Armes qui a été faite il y a quelques semaines, le 16 mars, ce qui porte à 12 le nombre de stations universellement accessibles. C'est un départ, mais c'est pas là qu'on va s'arrêter parce qu'on a l'intention d'aller beaucoup plus loin et assez rapidement. Par exemple, actuellement, il y a des travaux qui sont en cours aux stations Honoré-Beaugrand, aux stations du Collège, et il y a des travaux planifiés aux stations Bonaventure pour la portion sous la responsabilité de l'AMT, des travaux à Vendôme, à Vio, à Berry-UQAM pour la ligne verte, à la station Mont-Royal également. Donc, on ne s'arrêtera pas là. On a annoncé de toute manière, vous le savez, cet engagement de porter à 31 le nombre de stations accessibles en 2022. Alors, on en est très fiers. Des actions concrètes au bénéfice de l'expérience de nos clients. Toujours dans cet esprit-là, dans un esprit d'amélioration, on a aussi mené un sondage clientèle pour évaluer le taux de satisfaction des clients au transport adapté. Et ça nous a permis de dégager un taux de satisfaction global de 93 %. C'est un excellent résultat qui suit la tendance d'ailleurs qui a été observée depuis plusieurs années au transport adapté. On recueille aussi des commentaires qui ont permis de dégager 3 grands thèmes où la clientèle souhaite voir des améliorations, parce qu'il y a toujours place à l'amélioration. Le temps d'attente en ligne pour les centres d'appel, la ponctualité, on nous en parle souvent, la ponctualité c'est important, la courtoisie du personnel, donc on a pris acte de tout ça et on a mis en place les moyens pour améliorer la situation de ce côté-là. Ces bons résultats sont le fruit des efforts déployés par les équipes de la STM, évidemment en collaboration avec nos partenaires du milieu du taxi. Un autre élément d'information par l'entremise de notre filiale Transgesco, on souhaite, vous l'avez vu sûrement dans les médias, réaliser en collaboration avec la Société d'habitation, la SHDM et la coopérative d'habitation Le Havre-Frontenac, un projet immobilier à usage mixte dans le pôle Frontenac, près de la station de métro Frontenac. Il y a un appel de proposition qui a été lancé pour inviter les entrepreneurs en immobilier résidentiel et commercial à présenter un projet. C'est disponible sur le site d'appel d'offres du gouvernement du Québec, seao.ca. Les entrepreneurs intéressés ont jusqu'au 7 juillet pour présenter un projet. Il y aura un comité de sélection qui analysera par la suite les propositions reçues. C'est à ce moment-là qu'on décidera si on va de l'avant. En terminant, je suis heureux de vous annoncer que nous avons renouvelé notre entente de 3 ans avec les Alouettes pour la navette gratuite du centre-ville vers le stade Percival Molson pour leur match à domicile. Des bus qui vont partir des stations Square Victoria, OSCI, Bonaventure et McGill permettent à plus de 35 % des spectateurs. C'est quand même impressionnant de se rendre au stade sans utiliser leur voiture. On s'en réjouit et on est heureux de poursuivre ce partenariat. Maintenant, il faut que les Alouettes gagnent. Le bonheur sera total. Et c'est donc avec plaisir que nous serons encore une fois partenaires. Je cède maintenant la parole au directeur général qui vous parlera, comme je vous l'ai dit, de notre plan de développement en accessibilité universelle. M. Tremblay. Merci beaucoup, M. le Président. Bonsoir tout le monde à nouveau. Je serai bref parce que vous avez quand même élaboré quand même certains points de notre plan et pour ceux qui ont eu la chance de suivre les médias, il a quand même été aussi
assez bien médiatisé. Mais allons à l'essentiel, les faits saillants. Juste vous rappeler que c'est un plan sur 5 ans qui s'étale de 2016 à 2020 et, comme son nom l'indique, qui vise tout simplement à déployer l'accessibilité universelle sur l'ensemble de notre réseau, à la fois le réseau bus, le réseau du métro. Pourquoi? Bien, tout simplement, comme on vous le dit à tous les mois qu'on est ici devant vous pour justement améliorer l'expérience de notre clientèle. C'est ce qui en est notre promesse là, au cours des prochaines années. Essentiellement, ce plan-là s'articule alentour de 3 grands axes. Le premier vise à faire en sorte de consolider l'implantation de l'accessibilité universelle. Consolider, ce que ça veut dire pour nous, c'est d'intégrer toute cette notion-là d'accessibilité universelle dans tout notre processus décisionnel à l'entreprise, que ce soit dans l'ensemble de nos programmes, nos projets, nos interventions. On veut vraiment que ça devienne une toile de fond de toutes les décisions qu'on peut prendre à la STM, au même titre que le développement durable l'a été il y a quelques années. Donc, on va en faire une toile de fond de façon très importante dans tout ce qu'on va faire dans nos projets. Dans un deuxième temps, en termes de deuxième axe, Monsieur le Président en a parlé beaucoup. On veut faire en sorte d'accélérer la mise en accessibilité universelle de nos stations de métro. Il n'y a pas si longtemps, on en avait 11. Une dernière qu'on vient de faire, on est rendu à 12. Avec un programme de 213 millions, on veut faire en sorte qu'en 2022, il y en ait 31 sur l'ensemble de notre réseau. Monsieur le Président se plaît souvent à dire que ça a pris 50 ans pour faire 11 ou 12 stations et ça va prendre 5 ou 7 ans à faire en sorte que la moitié de notre réseau soit maintenant accessible. Donc, c'est du concret, c'est ce qu'on veut faire pour notre clientèle. Et puis finalement, le troisième axe, ce qu'on vise à faire, c'est d'élargir les champs d'intervention de l'accessibilité universelle. On veut que ça soit vraiment reflété en termes de fiabilité aussi. C'est beau de mettre en place des mesures pour rendre nos réseaux accessibles, mais il faut que ça soit fiable aussi. Donc, on veut mettre en place les éléments pour s'en assurer. Donc, concrètement, l'accessibilité universelle va se refléter dans des champs d'activité très concrets, que ce soit au niveau des besoins de la clientèle, au niveau des équipements, des infrastructures qu'on va mettre en place, dans le système vente et perception qu'on va déployer, dans la formation de nos employés, et je pourrais continuer comme ça de façon très importante, mais je m'arrêterai ici pour vous dire que dans le fond, le plan, c'est assez simple, de mettre en place l'accessibilité universelle sur l'ensemble de nos réseaux pour faire en sorte qu'on soit capable d'avoir des clients qui soient encore plus heureux et qu'il y ait une excellence de l'expérience client de plus en plus en place à la Société de transport. Merci, M. Tremblay. Alors, on va passer maintenant à la période des questions. J'appelle Mme Diane Boyer. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, membre du CA. Bonsoir, tout le monde. Je m'appelle Diane Boyer, je suis horticultrice. J'habite Rosemont-la-Petite-Patrie. Je suis ici au nom d'Albert Mondard, qui est également horticulteur, conférencier, et Benoît Godin, qui est horticulteur et designer. Et nous avons un projet de verdissement pour la STM qu'on a baptisé, le nom de travail, c'est Réseau Vivant. Donc, c'est un projet exceptionnel qui dynamise le métro de Montréal grâce à l'introduction de végétaux au cœur de ses stations. Réseau Vivant est réalisable, pourrait se réaliser par la démarche en synergie de la STM et une fondation créée expressément pour le motif des installations végétales. Tout comme le projet vert Highline de New York, la fondation assure l'évolution et la pérennité des aménagements. Réseau Vivant démarre avec une phase préliminaire. On vous propose de verdir un trio de stations en 4 ans. Et si vous le voulez bien, si ça vous intéresse, ça pourrait commencer dès 2018. Ce serait très possible. Notre projet a des objectifs, excusez-moi, je suis un petit peu nerveuse. Non, prenez votre temps. Des objectifs communs avec la STM. Rapidement, en plus de rehausser la qualité de l'environnement, d'intensifier la qualité de vie des usagers et des travailleurs en passant, et d'amplifier la promotion du transport souterrain, Réseau Vivant rejoint la plus grande priorité de la STM dans le cadre de son plan stratégique, c'est d'améliorer l'expérience client. Aussi, à l'occasion des objectifs de développement durable de la STM, Réseau Vivant pourra maintenir l'intégrité et l'environnement pour assurer la santé et la sécurité des communautés humaines et préserver les écosystèmes qui entretiennent la vie. Ça fait partie de vos objectifs. Et dans le cadre des enjeux de développement durable qui appellent la STM à s'assurer que la mise en place de ces installations et de son service vise une intégration harmonieuse au milieu urbain, notre projet Réseau Vivant est une solution tangible pour contrer ces défis.
Donc, je vous remets, Monsieur le Président. Oui, mais merci. On a une présentation pour tous en couleur, en plus, qui va suivre. Et la question que je veux poser, c'est concernant ce projet d'installation végétale dans le métro de Montréal. Est-ce que la STM est intéressée et participera avec l'équipe de Réseau Vivant pour la mise en œuvre de ce projet de verdissement? Évidemment, on ne s'attend pas à une réponse ce soir. On vient déposer le projet, puis en temps et lieu, c'est ça, faites-nous signe. Je sais que on sait que ça implique beaucoup de choses, là, puis que vous devez regarder ça de plus près. Mais il y a une copie qui peut être envoyée à tout le monde. Oui, vous avez déjà ça sur une clé USB en couleur, et puis c'est ça, ça vous... Et on a vos coordonnées. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va en prendre connaissance. On va le faire examiner par les services qui peuvent être concernés par un projet comme celui-là, et qu'on communiquera avec vous, avec votre équipe, pour vous dire quelle est la réflexion qu'on a à cet égard-là. Merci beaucoup de votre écoute. Merci pour cette proposition. Merci, bonne soirée. Alors maintenant, j'appelle M. Normand Bellil. Bonsoir. Bonsoir, M. le Président, Mesdames, Messieurs du Conseil. Bonsoir. Ma question concerne l'arrêt 60993. Ça, c'est l'arrêt de l'Express 427 qui roule sur Saint-Joseph à l'intersection de Saint-Denis et qui est sur Saint-Denis. Donc, quand l'autobus arrive à Saint-Denis, il tourne à gauche, il y a un arrêt tout de suite. Depuis le début que je me demande pourquoi on avait mis un arrêt là, j'ai pu comprendre que c'est peut-être un incitatif pour ne pas laisser penser aux gens que cette ligne-là desservait la station Laurier, qui est juste au coin à côté. C'est peut-être pas le cas non plus. Mais je me demandais pourquoi on ne ferait pas cet arrêt d'autobus-là au coin de Berry sur Saint-Joseph, qui est 2 intersections avant Saint-Denis. Je vous explique pourquoi. Si c'était un incitatif pour que les gens ne prennent pas cet autobus-là au lieu de la 27 pour se rendre directement au métro Laurier, c'est un peu raté parce qu'à chaque arrêt d'autobus, il y a au moins une dizaine de passagers qui descendent sur Saint-Denis, qui traversent Saint-Denis pour se rendre au métro Laurier. Et je me dis que le danger, c'est beaucoup moins grand de faire descendre ces passagers-là au coin de Berry, qui n'auraient qu'à traverser l'intersection Saint-Joseph, plutôt que de traverser Saint-Denis au coin Saint-Joseph, où il y a des véhicules qui doivent tourner à gauche régulièrement. Je me demandais si ce ne serait pas possible de déplacer cet arrêt-là. Écoutez, pour ce qui est des raisons historiques pour lesquelles l'arrêt est là, je ne le sais pas. Je ne sais pas si M. Tremblay, qui est là, il y a beaucoup de connaissances historiques à la STM, pourra vous expliquer pourquoi l'arrêt est là, peut-être, M. Tremblay. Et répondre à votre question qui est, est-ce qu'on pourrait le déplacer le cas échéant? Bonsoir. Votre évaluation est extraordinairement bonne. En fait, on a eu des grands questionnements par rapport au positionnement de cet arrêt-là parce que la 427, sa mission première, c'est un express vers le centre-ville et on voulait faire en sorte que ça soit pas un grand pourcentage des gens qui l'utilisent, qui embarquent dans cette ligne-là pour aller à la station. Si ça avait été le cas, il y aurait pas eu de place pour les gens qui veulent aller au centre-ville. Ça fait que s'il y avait une gymnastique complexe, on voulait quand même donner un lien au métro. Donc, votre questionnement à savoir si on le mettait à un endroit plus sécuritaire, à un autre endroit pour répondre au même objectif est très bon. On va le regarder, on va se pencher là-dessus, mais en même temps, on a, nous, quand même une réflexion à faire sur cette ligne-là, 427, avec l'ajout de services dans la ligne orange, puis le lien entre ça et la 27. Mais dans cette grande réflexion-là, on va amener votre point, puis on va le regarder. Parce que si vous permettez peut-être un ajout, entre autres, en ayant un arrêt au coin de Berry, il y aurait suffisamment de dégagement pour l'autobus pour prendre la voie de gauche pour tourner sur Saint-Denis. Parce que Saint-Denis, il y a beaucoup de véhicules qui tournent à gauche en même temps que les gens doivent traverser. Donc, je pense que votre évaluation de 10 personnes, nous, on les regarde, ces chiffres-là, parce qu'on veut s'assurer que c'est ça, puis c'est exactement le chiffre qu'on a à peu près. On a à peu près, je dirais, le quart de la charge, qui c'est des gens qui vont au métro, puis le 3/4 qui vont outre le métro, qui se destinent vers le centre-ville. Donc, faites des bonnes observations, puis on va regarder votre cas. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Et on a vos coordonnées, donc on vous dira quel est le fruit de la réflexion, mais merci pour cette observation-là. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci, bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Gilbert Bauer. Bonsoir. Bonsoir, M. le Président. Vous avez Bonsoir, 3 points. Vous savez que vous avez droit à 2 questions. Je dis ça comme ça. Puis, il faut que je revienne le mois prochain pour l'autre point. On est là le mois prochain aussi. OK, d'accord. Allez-y. Je vais essayer de passer les 3 pareils.
Essayez. Je vais essayer. Hein. Commencez. Ben, le premier va être long, parce que là, il s'agit de trois numéros d'autobus 47, 197 et 67 dans Rosemont. Là, j'ai des planibus sous les yeux de 197 et 47. Là, il n'y a déjà pas beaucoup de fréquences de passage sur ces lignes-là, surtout le 47 qui est aux demi-heures en général. Et là, on n'a pas voulu encore réduire le service au niveau du 47 pour la rue Masson. Il faudrait tripler la fréquence, pas réduire la fréquence sur la rue Masson. Là. Parce que je me rappelle du bon vieux temps, en 1990-91, lorsque, durant l'heure de pointe, le 47 était aux 6 minutes, et puis durant les heures creuses, aux 12 minutes. Là, là on est rendu une demi-heure aux heures creuses, aux 20 minutes aux heures de pointe. Puis là, vous voulez réduire le service sur Masson. Ben, on ne veut pas le réduire. Là, on l'adapte à la clientèle. On l'adapte aux habitudes de la clientèle. Vous savez qu'on fait des modifications dans le réseau 4 fois par année. C'est simplement un ajustement par rapport à l'utilisation qui est faite de ces lignes-là. Mais je vais encore laisser M. Tremblay, parce qu'il nous en a parlé cet après-midi à la réunion préparatoire du Conseil, et justement de cet article-là, vraisemblablement qui inspire votre question ce soir. Oui, moi, c'est surtout le 47 qui me préoccupe. 197 aussi, il n'y a pas beaucoup plus de fréquences sur le 197. Il faudrait tripler les fréquences, pas réduire. Donc, effectivement, nous, on adapte à l'évolution de la demande, des besoins et tout ça. C'est vrai qu'il y a une légère réduction, mais en même temps, ce qui est dit dans les articles de journaux, ou ce que les outils que vous avez sous les mains, les articles, en fait, quand ils ont parlé de ça, ils n'ont pas parlé de l'ampleur de la diminution. Pour vous donner un exemple, pour la 47, si on regarde tous les voyages planifiés pour une semaine donnée, plus le samedi, plus le dimanche, je vais vous mentir si je vous dis je vais de mémoire parce que j'ai les chiffres ici. Mais pour la 47, donc, pour une semaine complète, 7 jours, on avait par semaine 667 voyages en mars, à la période d'horaire de mars 2016, et on en a retranché 7 sur presque 700. Donc, on a une baisse de 1%. Je dis pas que qu'il n'y a pas d'impact aucun, mais en même temps, c'est une baisse qui est quand même relativement légère. Et puis, la réflexion sur la bonification de ce service-là, à plus long terme, qu'est-ce qu'on fera avec l'axe Masson, l'axe Saint-Joseph et tout ça? Il y a peut-être des choses à regarder, effectivement. Mais là, ce dont on parle ici, c'est les fluctuations mineures en fonction de ce qu'on observe au niveau de la demande. Je vous dirais que, pour compléter, merci, ça c'est très aimable, je vous dirais qu'au niveau de, si je reprends le même calcul pour la 197 Rosemont, c'est 10 voyages sur 1013 voyages, donc on parle de moins 1% également. Puis la 67, c'est moins 0,5%, donc c'est encore moindre, c'est 7 voyages sur 1500 voyages approximativement. Donc, c'est des légères fluctuations qu'on fait, puis la plupart du temps, même dans tous ces cas-là, c'est pas dans les heures de pointe. Puis on optimise, nous, pour nous permettre d'augmenter à la pointe sur certaines lignes, là où on voit qu'il y a des besoins croissants. C'est une gymnastique qu'on doit faire pour bien gérer les fonds publics, puis essayer de faire une meilleure adéquation dans notre réseau au niveau de la demande et de l'offre. Alors, effectivement, vous le dites bien, quand vous dites sur le Masson, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'augmenter le service? Il faudrait y réfléchir. Ça, c'est une réflexion à long terme à faire sur certains axes de l'île de Montréal. On va le faire, puis on est en constante réflexion là-dessus. Mais ici, on parle d'ajustements mineurs qui se font d'une période d'horaire à une autre. Et globalement, il y a eu plus d'ajouts que de retraits pendant la période entre mars l'année passée et cette année. Vous avez une deuxième question? Oui, mais je veux quand même finir là-dessus. C'est déjà des lignes qui sont pas très... Il n'y a pas une très grande fréquence. Si on réduit encore plus, même si c'est mineur, ça a quand même un impact pareil, là, comprenez-vous. Alors que ça devrait être l'inverse, là. Il faudrait augmenter pour amener plus de monde sur l'axe Masson pour que les gens puissent... M. Tremblay l'a dit, M. Bauer, qu'il y a une réflexion là-dessus. Oh, et puis vos arguments seront pris en considération. Oui. Alors, vous avez une deuxième question. Oui, concernant des abribus que j'ai vus qui ont disparu. Ah ben oui, ça, vous en aviez parlé. On les a pas retrouvés? Non, je parle pas. Non, je parle d'autres adresses là. C'est pas les mêmes. Vous cherchez les abribus. Non. Au coin de Kerbs et Jean Talon, il y avait un abribus qui a disparu, qui n'est plus là, qui n'a pas été remplacé,
Kerb, Jean Talon. Est-ce que quelqu'un sait où est l'abribus? Côté ouest, direction ouest, nord-ouest. Il va falloir prendre votre question en délibéré, je pense. C'est un abribus immouvable. Est-ce que c'est un abribus qui a été retiré? Qui a été retiré, je ne sais pas pour quelle raison. Il n'est plus là. Et puis ça fait des mois. On est en mois. train d'installer le nouveau, puis on a enlevé l'ancien. Ben, il n'y a pas de nouveau là, qui est installé. Il n'y en a plus du tout. Là. Bon. Vous dites Kerb et puis Jean Talon. Et Jean Talon. Bon, ben, c'est noté. Et je n'ai pas votre numéro de téléphone ici, mais j'imagine qu'on l'a quelque part. Vers Côte-des-Neiges. Oui, ben, je ne sais pas. Monsieur Monsieur Bauer, là, si vous voulez qu'on vous réponde. Oui, un autre qui a disparu. Vous en avez deux. Oui. Au coin de Berry et puis Crémazie, là, du côté nord-ouest aussi. Bon, il y avait aussi un abribus là où il y a le HLM qui fait une pointe. Là. Il y avait... Parce qu'à ma connaissance, on est dans une opération où on remplace les abribus. Tout à fait. Là, il les supprime, mais il n'y en a aucun qui a été c'est remplacé. peut-être parce que le nouveau... Remplacé, enfin, regardez, on ne fera pas de spéculation. On a pris ça en note. Et je n'ai pas vos coordonnées. Est-ce qu'on les a ou... Vous ne voulez pas laisser vos coordonnées? Ben, quelqu'un les a ici. Quelqu'un les a. Ouais, je suis sûr qu'on vous... Je suis sûr qu'on les a, mais je me disais peut-être que vous ne vouliez pas venir chercher la réponse vous-même le mois prochain. Cela dit, dès qu'on aura l'information, on vous la communiquera. On va la communiquer aux membres du Conseil aussi. On a toujours un suivi aux questions des citoyens. Alors, voilà. Donc, soyez sans crainte, on va essayer de les retrouver. Puis troisième affaire que j'ai remarqué, c'est au métro Crémazie. Ouais. Là où il y a le changement. Je vous laisse la poser parce qu'elle m'intrigue. Oui, vous avez droit à deux, mais là, vous avez eu la façon de la formuler pour que je vous laisse Moi, j'observe. Allez-y. Là, il y a le changeur, là, la place, il y a un changeur au plafond. Il y a plein de petits caissons noirs qui viennent d'apparaître. C'est quoi ces caissons noirs? Monsieur Technologie est là. Est-ce qu'il y a un Monsieur Technologie? Ben, je ne sais pas, mais est-ce qu'on sait pourquoi il y a des caissons au-dessus du changeur? Qui apparaissent au plafond, partout. Pas des changeurs au plafond, mais des caissons au-dessus du changeur. L'emplacement, il y a le changeur, la place. Vous êtes observateur parce que les gens du métro semblent... Carrés, là, qui sont apparus, là. Oh, c'est récent? Ben oui, c'est récent. Ça doit être lié aux rénovations. Avec les travaux, là, partout, maintenant. Les travaux qui, quand même, vous vous inquiétiez par ailleurs. Pour l'installation des nouvelles technologies, là. Vous vous inquiétiez à Crémazie des nouveaux murs qu'on allait mettre. J'espère que vous êtes satisfait parce qu'ils sont très bien. Ils sont très ressemblants à ceux qu'on a enlevés, n'est-ce pas? Oui, mais c'est plus de la maçonnerie, là. C'est rendu des panneaux, là. Avant, c'était de la maçonnerie. C'était sur de la maçonnerie, c'était solide, là, du panneau. Ça va être plus facile à réparer quand on aura un problème. Alors, écoutez, pour ce qui est des caissons, on prend la réponse, puis on vous la communiquera aussi. Puis on a bien hâte de savoir, nous aussi, qu'est-ce que c'est. J'irai voir, mais je suis curieux. Oui. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je vous souhaite un bon début de printemps, puis on se revoit le mois prochain. Monsieur Maurice Demers. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président. Pour les employés qui sont comme les laveurs de vitres ou les employés temporaires qui font du pigisme comme aux stations, les nettoyeurs de stations ou les remplaçants très, très temporaires ou remplaçantes très, très temporaires comme chauffeurs ou chauffeuses d'autobus. Moi, je recommanderais des mandats postes faits à leur nom avec la mention fin de dépôt après. S'ils sont payés comme une heure plus tardive, où ils ne peuvent pas le changer à la banque ou le déposer à la banque, ça permet de pas l'échanger à brasserie et d'avoir des frais inutiles ou de signer à une personne plus ou moins honnête. Mais vous parlez de des employés de la STM? Oui, les employés là qui sont comme furtifs, là, qui ont pas aucune stabilité. Bien, je crois que tous nos employés ont des versements de leur salaire par paiement direct. Donc, ils ne reçoivent pas de chèques. Ça n'existe plus, les chèques à la STM. Là. Les versements sont faits directement dans les comptes des employés. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à cet égard-là. Là. Moi, ils ont tendance à peser sur Delete Backspace, la banque. Ils sont tout le temps en train d'effacer le paiement quand il y en a. Là. Pas que je sache, mais... Que si on avait des employés qui n'étaient pas payés, on le saurait assez facilement. Ça serait connu. Je peux vous rassurer non, mais c'est parce qu'ils ont des plaintes. Les banques ont des plaintes des fois
qui peuvent seulement avoir un 20 $ et que l'employé, comme à la station monte, n'a pas de change pour une Parlez, raison. vous, je comprends ce que vous voulez dire. Là. Eux autres, la plainte, ils effacent l'argent avec leur clé Delete Backspace. Ils mettent la souris juste à peu près avant 1000 $ et ils payent 2 fois ou 3 fois pour effacer le paiement. Ben là, ça, c'est des changements. Il y a quand même tout un processus pour s'assurer qu'il n'y a pas de fraude du côté des changeurs. C'est très encadré. Chaque employé doit, comme on dit en bon français, balancer sa caisse à la fin et au début de son corps de travail. Non, je parle pas. Je parle des employés de la banque. Ah, de la banque? C'est la banque qui efface les paiements pour se venger. Ils ont payé à la machine. Ils n'avaient pas introduit la carte Opus parce qu'il n'y en avait pas en stock. Ça a mangé là, 27 $. Toutes sortes de raisons comme ça. Les employés de la banque, comme de la Banque nationale ou de d'autres banques, se vengent en effaçant les dépôts directs des employés de la STM. Bon, écoutez, on n'a pas cette information-là. Je ne suis pas le seul qui s'est fait faire le coup. Bon. À quel poste tu travailles avant de... Monsieur Demers. Monsieur Demers, on va revenir aux affaires de la STM, si vous voulez. Oui. Puis là, j'ai pas de réponse à cette question-là. Là. C'est pas quelque chose qui a été porté à notre attention. Alors, je vous invite à poser votre deuxième... Je vous invite à poser votre deuxième question. Les réceptionnistes et la personne en charge des pensions, moi, je recommanderais qu'il y ait au moins 15 personnes qui se présentent à tous les matins ou qui aient la possibilité de se présenter à tous les matins, même si c'est juste 2 postes. C'est un stress épouvantable pour eux autres. Il y a beaucoup d'employés qui passent, sont jamais sûrs de ce qui va se passer à 13 heures. Ils peuvent partir à avoir un stress épouvantable. Parlez-vous du personnel du régime de retraite? Là, ça, je suis pas... le régime de retraite ou la réceptionniste... Ici, là, au 8e? Oui, au 8e. Okay. Ça prend 15 personnes pour faire ces 2 postes-là. Et les 15 personnes doivent avoir une possibilité de 48 congés maladie par année parce que c'est tout simplement impossible à remplir cette fonction-là. Ils peuvent être tous les 2 aux toilettes et la personne va penser que c'est inoccupé. Ouais, à 13 heures, ça se peut qu'il y ait juste 2 personnes sur 15 qui soient compétentes pour faire ça. Je vois à quoi vous faites référence, là, M. Tremblay. Écoutez, évidemment, actuellement, on a simplement une personne à la réception de la STM et une personne au régime de retraite. Et en fonction de notre expérience, c'est amplement suffisant pour répondre aux besoins qui sont exprimés. On fait régulièrement des sondages auprès des gens qui viennent et il n'y a rien qui justifie au moment où on se parle, malheureusement, d'ajouter des personnes. Et je vous garantis que ceux qui sont déjà là ont tout ce qu'il faut pour, si jamais ils tombent malades ou quoi que ce soit, donc ils ont tout ce qu'il faut pour être en mesure de rencontrer les besoins. La dernière fois que j'ai rencontré une réceptionniste, il était à 13 heures. Elle avait de la misère à fonctionner. Bien, écoutez, on va peut-être porter une attention particulière à ça là, pour aller voir comment les gens Vous pouvez libérer les 10 employés à partir de 14 heures, si vous en engagez 15. Écoutez, parce qu'à ce moment-là, on va laisser les gens les responsables du personnel gérer le personnel, mais on va quand même jeter un coup d'œil pour voir s'il y a effectivement une surcharge de travail. Merci. Je vous remercie. Merci. Madame Maya Botti. Bonsoir. Bonsoir. Je peux vous approcher? Est-ce qu'on vous entendra? Moi, je vous entends, mais les gens qui sont au bout du fil ne vous entendront pas. Je suis étudiante en génie mécanique à Concordia. Puis, je voulais juste savoir si ça serait possible de créer et d'afficher des plans dans le réseau du métro de Montréal, indiquant les refuges et les ressources les plus proches pour les sans-abri. C'est un projet que j'ai commencé, ça fait à peu près 1 mois à Concordia, puis aux alentours du centre-ville. Il y a à peu près 3000 sans-abri qui sont dans ce quartier, puis à peu près 500 qui dorment dehors la nuit ou dans les métros jusqu'à la fermeture. Puis j'ai vu quelque chose de très tragique se passer dans les métros. Puis j'ai parlé avec une couple de refuges autour de la ville comme Accueil Bonneau, The Old Brewery Machine, qui je sais vous avez déjà des relations avec le shuttle bus. Puis
la maison L'Arbre, puis ils ont tous pensé que ça serait peut-être une bonne idée de mettre quelque chose dans les métros indiquant les ressources les plus proches. J'ai commencé à faire des cartes, je les ai mis autour du centre-ville, puis j'ai voulu les mettre dans le métro. Mais quand j'ai demandé au personnel où ils ne savaient pas si c'était possible, ou la réponse était demander si c'est possible, alors me voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que par rapport aux personnes itinérantes qui sont dans le métro, on a tout un encadrement. Ils sont là, mais il y a des gens quand même qui viennent veiller sur eux, qui viennent voir si ces personnes-là ont besoin d'aide, ces personnes-là, surtout quand c'est des personnes qui ne sont pas connues, il y a des nouvelles personnes qui se présentent, puis il y a des gens qui viennent, ça ne paraît pas, quand on prend le métro, on ne s'arrête pas à ces choses-là nécessairement, mais il y a des groupes qui interviennent. C'est un partenariat qu'on a avec la Société de développement social qui est très présent. On est très présent dans plusieurs stations. On a même un projet là, d'essayer d'étendre ça à une plus grande partie du réseau pour justement soutenir les personnes itinérantes, pour les informer puis vérifier. Donc, est-ce qu'un affichage serait utile? Ce que je peux vous dire, c'est qu'on fait quand même des interventions auprès de ces personnes-là. L'an dernier, on a même eu un projet qu'on a appelé Père aidant, c'est-à-dire que c'était un ex-itinérant qui intervenait avec les intervenants. Vous savez, dans certaines situations, le contact même avec des intervenants peut être difficile, et puis cette personne-là qui connaissait bien le milieu, qui connaissait dans certains cas des individus, était capable plus facilement d'entrer en contact pour lui dire, pour expliquer où étaient les ressources. Alors, on est très sensible à ça. On essaie de le faire. Votre projet c'est une bonne idée, mais je vous dis qu'on a déjà une intervention peut-être encore plus pointue, là, parce qu'on va les parler aux gens. On s'assure qu'ils n'ont pas de problème de santé, qu'ils savent où aller, qu'ils ont des ressources, qu'ils savent où sont les ressources. Alors, on partage votre préoccupation, puis voilà ce qu'on fait. Alors, j'espère que ça répond quand même à votre préoccupation de base. Oui, ça, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Bonsoir. Merci, bonsoir. Monsieur Jean-Marc Montillard. Bonsoir. Bonsoir. Je suis... Bonjour, 37 837, je suis un opérateur de métro actuellement. Je suis là pour Mme Wilmine Bossico, qui est chauffeur à Anjou. Et elle ne peut pas être là présentement parce qu'elle est sur l'autobus. Elle vous fait demander est-ce que c'est normal que la société enlève 80 $ sur la paie de quelqu'un lorsqu'il est entré travailler pareil. On parle du conflit qu'il y a eu à Anjou, lorsque les chauffeurs ont décidé de ne pas rentrer travailler, ont décidé de rester. Pardon? Non, ben allez-y, continuez. On a décidé de rester au garage. Malgré tout, elle et plusieurs d'autres chauffeurs qui ont décidé d'aller sur le terrain pour servir la clientèle. Et la société a décidé de pénaliser tout le monde. Il y a plusieurs chauffeurs qui ont une paye, elle, particulièrement, sa paye manque 80 $. Elle voulait savoir quand est-ce qu'elle aurait son 80 $. Je vais laisser M. Tremblay répondre. C'est une question qui relève écoutez, du directeur général. Première des choses, je pense que ce n'est pas nécessairement le bon forum pour traiter de ces choses-là ici. Là, à l'STM, il y a plein d'instances où on peut répondre à ce genre de questions-là. Je ne pense pas que le conseil d'administration soit le bon endroit. Ça nous fera plaisir de vous rencontrer pour être capable de répondre à la dame en question. Tout ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'on n'a pas fait ça de façon... C'est pas tout à fait exact de dire que tout le monde a été traité de la même façon. Chaque cas a été regardé. Et c'est pour ça que je pense que ce n'est pas une bonne idée de regarder ça ici ce soir. On pourra prendre le temps de prendre votre cas ou la personne que vous représentez ce soir, et on pourra prendre le temps de vous expliquer quels étaient les motifs qui ont fait qu'on a posé ce geste-là. OK, c'est parfait. OK, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, il y aura un suivi. Vous avez une autre question? Oui, allez-y. Une autre petite question concernant les opérateurs du métro, dont moi je fais partie. Peut-être que vous allez me dire probablement que ce n'est pas le bon endroit pour parler, mais je trouve que, puisque Mme Léonard est là, donc peut-être pour probablement répondre à la question, est-ce que c'est normal qu'on retient un opérateur pendant 4-5 mois, un opérateur qui veut retourner sur l'autobus? Est-ce que c'est normal qu'on le retient pendant 4-5 mois alors qu'il veut retourner sur l'autobus actuellement? Encore là, je laisse M. Tremblay répondre. Ce que je vous propose, justement, vous l'avez dit, Mme Léonard est ici, moi je suis là, ça va nous faire un grand plaisir de vous rencontrer après la séance puis de pouvoir discuter de votre cas en particulier. Parfait. Vous pouvez rester jusqu'à la fin. Attendez-nous à la fin de la rencontre. Je vais juste déplacer ma voiture. Oui, on en a pour peut-être 15-20 minutes. Je vais déplacer ma voiture, payer le stationnement, puis je reviens. Un grand plaisir de pouvoir jaser avec vous. Merci. Je vous remercie. Monsieur Laurent Morissette.
Merci. Monsieur Morissette, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil. Écoutez, ça va être 2 petites questions faciles aujourd'hui, c'est assez rare. Écoutez, j'ai vu dans le journal que la STM se disait prête en cas d'attaque terroriste. Évidemment, on ne souhaite pas que ça arrive. Puis j'ai vu à Moscou aussi que c'est arrivé, donc mes condoléances aux gens touchés. Mais moi, je me pose une question. Sachant très bien que nous avons 12 stations d'accessible à Montréal, que se passera-t-il si il y a un attentat terroriste et qu'on doit, même pas un attentat terroriste, qu'on doit évacuer une personne à mobilité réduite entre 2 stations qui ne sont pas accessibles, entre 2 stations qui ne sont pas accessibles, par exemple. Je dirais, est-ce qu'il y a un plan d'évacuation? Moi, j'ai en tête, par exemple, un exercice que nous avons fait, le RAPLIC ainsi que la communauté récemment. On a fait ça avec la ville de Montréal, on a testé l'évacuation de l'hôtel de ville avec au moins 60 personnes en situation de handicap différentes. Donc, d'après ma part, je veux savoir, est-ce qu'il y a un plan d'évacuation spécifique pour les personnes à mobilité réduite? Et puis, second, est-ce qu'il y aurait une possibilité d'organiser un tel événement? Je vais laisser Mme Marie-Claude Léonard, qui est la directrice exécutive du métro, répondre à votre question. Bonsoir. Bonsoir. En fait, on a différents plans d'urgence pour évacuer les personnes en fauteuil roulant dans le réseau du métro. Tout dépend de la criticité de la situation. Donc, est-ce qu'on est en mode, on peut évacuer graduellement, puis il n'y a pas de conditions dangereuses pour les personnes. Donc, ça, c'est un mode qui s'applique. En cas d'urgence, comme vous avez mentionné, ça fait partie du plan d'urgence. C'est vraiment les pompiers de Montréal qui sont responsables de s'occuper de ce volet-là dans le plan d'urgence, dans une situation comme vous avez mentionné. D'accord. Donc, vous me dites que, dans le fond, comme c'était les pompiers qui étaient, par exemple, qui assistaient à la formation à l'hôtel de ville qu'on a fait, je serais capable de spéculer pour dire que les pompiers utiliseraient la même méthode d'évacuation ou... La méthode d'évacuation qui convient au réseau du métro, mais nous, dans nos plans d'urgence, c'est prévu qu'en situation d'urgence pour évacuer une personne en fauteuil roulant, c'est les pompiers de Montréal qui prennent charge des personnes qui ne sont pas capables de se déplacer pour faire l'évacuation le plus rapidement possible. Est-ce que vous ne pensiez pas que ça pourrait être une bonne idée de faire une simulation pour s'assurer que ça fonctionne correctement? Juste pour c'est quelque chose qu'on peut évaluer, oui. D'accord, merci. Donc, pour deuxième petite question, je ne sais pas si vous vous rappelez, M. Schnock, il y a quelque temps, vous aviez dit que le programme d'entretien des autobus à rampe arrière se faisait au mois. À rampe avant. Rampe avant? OK, donc ça change un petit peu ma question, parce que j'aimerais avoir l'heure juste, parce que moi, si je consulte l'exposé factuel qui nous a été soumis en rapport au dossier que vous connaissez, là, c'est écrit que c'est au trop aux 4 mois. Donc, j'aimerais juste... Si vous pouviez me... Je vais laisser Mme Amilcar répondre. Peut-être que je me trompe peut-être entre les rampes avant et les rampes arrière, Mme Amilcar. Bonjour, M. Morissette. Bonjour. Au fait, nous, on est assujettis, comme vous le savez déjà, par la SAQ. Donc, on a des entretiens qui sont obligatoires à tous les 20 000 km ou bien aux 6 mois selon la première occurrence. En plus de tout ça, pour les rampes avant, une fois par mois, on les déploie en garage pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas de gravier, pour s'assurer que lorsque viendra le temps de déployer cette rampe avant, qu'elle se déploie. Malheureusement, avec les rampes arrière, vous le savez déjà, on en a parlé plusieurs fois, ne sont pas fiables, mais la bonne nouvelle, notre parc d'autobus se renouvelle de plus en plus et plus de la moitié maintenant de notre parc est muni de rampes avant et fiable à plus de 98 %. Donc, le chiffre du 3 à 4 mois, c'était peut-être avant, donc c'est pas le chiffre à jour. Il ne faut pas mélanger les plans SAQ. Donc, les plans SAQ, comme je le disais tout à l'heure, on est obligé de voir à tous les 20 000 km. Et nos autobus qui font 20 000 qui sont vus à 20 000 km, c'est à peu près à tous les 2 mois. Ça, c'est vraiment un entretien complet. Okay, en plus de ça, nous, à la STM, on a décidé justement, pour vous permettre de prendre l'autobus avec aisance, on fait un déploiement manuel à tous les mois pour les rampes avant pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas de problème.
C'est parfait, merci beaucoup. Bienvenue. Je vous remercie, M. Morissette. Bonsoir. Bonsoir. Il y a M. Rotran qui voulait ajouter quelque Oui, chose sur un autre dossier. Monsieur le Président, étant donné que M. Morissette est ici, je dois soulever quelque chose qui est arrivé au conseil municipal le 27 mars dernier, quand M. Morissette était inscrit au période des questions du public, où il a dit devant l'ensemble des élus qu'il est ravi d'entendre, de comprendre, d'apprendre que Mme Marie Turcotte quitte sa position comme le représentant des usagers des transports adaptés, qui pense qu'elle n'a jamais donné un bon service à ses clientèles. Il n'y a aucune vérité dans cette déclaration. Mme Turcotte n'a jamais annoncé qu'elle quitte et elle a la pleine confiance dans l'ensemble des membres de ce conseil d'administration. J'ai trouvé l'intervention de M. Morissette très inélégante et je pense que la majorité des élus allaient trouver dans la même façon. Je réitère que Mme Turcotte a bien représenté la clientèle qui sont des usagers de transport adaptés et l'a fait en manière professionnelle depuis 2002 avec l'appui de notre directeur général, nos directeurs et l'ensemble des membres du conseil d'administration. Merci, M. Rotran. Merci, M. Morissette. Bonne soirée. Alors, on va passer maintenant, ça met fin à la période des questions. On va passer maintenant à l'ordre du jour de l'Assemblée. Alors, j'appelle l'article 1 de l'ordre du jour, adopter l'ordre du jour de la présente Assemblée du conseil d'administration. Je propose. Marie? Ah, j'appuie. Bien, l'article 1 est adopté. Article 2, approuver les procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration de la société tenues les 1er et 7 mars 2017. Je les propose. Pardon. And I second it. Alors, l'article 2 est adopté. Article de la rubrique 3 de 3.1 à 3.4. Article 3.1, autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat adjugé à Agi Energy Inc. pour la fourniture de batteries au plomb pour un système d'alimentation statique sans coupure. 3.2, adjuger un contrat à Fortier Auto pour l'acquisition de bennes ouvertes et d'une fourgonnette pour la STM. 3.3, autoriser l'exercice de la clause de transition du contrat adjugé à Crevier Lubrifiant Inc. pour la fourniture d'huile synthétique pour pont moteur Durand. Et 3.4, autoriser une augmentation de l'enveloppe du contrat adjugé à Oberture Technologies pour la fourniture de cartes à puce communes de transport. Je propose. Je les appuie. Alors, les articles 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4 sont adoptés. Dans la rubrique 4 de 4.1 à 4.3, 4.1, autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire pour le contrat de réparation d'induits et de carcasses de moteurs de traction des voitures de métro adjugées à des entreprises électriques LM Incorporées. 4.2, autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de réparation par soudure de marche d'escalier mécanique adjugé à Usinage Usimax. Et 4.3, approuver la cession du contrat par Recall Amérique du Nord et à Archive Information Management pour des services d'archivage des documents semi-actifs de la STM. Je propose. Et j'appuie. Les articles 4.1, 4.2 et 4.3 sont adoptés. Dans la rubrique 5, 5.1 et 5.2, 5.1, autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de service professionnel adjugé à 91 20 60 94 Québec Inc., faisant affaire sur la réseau social de Lanla Recherche Marketing pour effectuer une étude par client mystère servant à évaluer la qualité du service à la STM. 5.2, autoriser une augmentation de l'enveloppe pour le contrat de service professionnel adjugé à Bisson-Fortin, Provencherois Architecte en consortium, pour la construction d'un nouvel édicule à la station de métro Vendôme et d'un nouveau lien piétonnier jusqu'au centre universitaire de santé McGill. Je propose. J'appuie. Les articles 5.1 et 5.2 sont adoptés. Dans la rubrique 8, articles 8.1 et 8.2, 8.1, adjuger un contrat à Construction Morival pour la réfection des équipements de produits pétroliers et huiles usées, ainsi que l'installation de dispositifs anti-refoulement au centre de transport Legendre. 8.2, adjuger un contrat à Télécom Inc. pour la fourniture et l'installation de niches d'assistance. Je propose. J'appuie. Les articles 8.1 et 8.2 sont adoptés. Dans la rubrique 11, 11.1, autoriser la création de la ligne 428 Express Parc industriel de l'Est et le scindement du parcours de la ligne 449 Express Rivière-des-Prairies. Je propose. J'appuie. L'article 11.1 est adopté. Dans la rubrique 12, de 12.1 à 12.5,
12.1, autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du bail avec les investissements SIMSU pour la location d'un terrain pour le terminus Airlie Newman. 12.2, autoriser l'entente de recherche et de développement avec l'École polytechnique de Montréal. 12.3, autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire pour la location d'espaces médias prévue à l'entente d'exploitation commerciale d'un réseau de panneaux d'affichage télévisuel intervenu avec Collectif Média. Et 12.4, autoriser la prolongation de la location avec Société Parc Auto du Québec pour des espaces de stationnement et une augmentation du nombre de places. 12.5, autoriser une entente avec la compagnie de chemin de fer du Canadien Pacifique dans le cadre de la construction d'un passage piétonnier sous l'emprise ferroviaire du CP pour le projet Vendôme. Je les propose. Je les appuie. Les articles 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 sont adoptés. Dans la rubrique 13, 13.1, adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels pour la réalisation d'un audit pour le projet MPM10. Je propose et je l'appuie. L'article 13.1 est adopté. Rubrique 14, 14.1 à 14.4. 14.1, autoriser la mise au rencard en 2017 de 75 bus urbains. 14.2, autoriser l'acquisition d'un terrain de Mme Quinn Wen et de M. Lou Lee pour la construction du poste de ventilation mécanique Hogan. 14.3, autoriser la vente de parcelles de terrain à 1040 de Bleury. Et 14.4, approuver les affectations aux activités d'investissement incluses aux états financiers consolidés 2016. Je les propose. Je les appuie. Les articles 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 sont adoptés. Ça met fin à l'ordre du jour de l'Assemblée régulière du Conseil d'administration de la Société de transport de Montréal du 5 avril. Merci d'avoir été là. Bonne soirée. On se retrouve le mois prochain.